Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13e mois. 13e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années, ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, un moment qui me replonge dans le temps. En effet, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Binetruy. Vincent est directeur France du Top Employers Institute. Autant dire que des DRH, il en croise tous les jours et des bonnes pratiques RH, il en voit matin, midi et soir. Avec Vincent, dans cet épisode de rentrée, nous parlons un peu du télétravail et beaucoup du retour ou pas au bureau et de la façon dont les DRH vont devoir faire face aux différentes problématiques que cela soulève. Vincent nous donne des chiffres sur les entreprises qui ont mis en place le télétravail et sur la façon parfois opposée dont dirigeants et collaborateurs voient ce télétravail. On aborde le DRH et la notion de transformation dont il est un acteur au quotidien. On parle aussi du phénomène de l'auto-déménagement des collaboratrices et collaborateurs et des problèmes que cela va soulever. Vincent nous donne sa vision terrain du télétravail à 3 vitesses. On aborde le pass sanitaire. On ouvre sur des pistes pour accompagner le retour au bureau à travers un conseil très monde d'avant, mais qui a fait ses preuves. On fait même référence à Tony Blair. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Vincent Binetruy, patron du Top Employers France. Bonjour Vincent. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Alors aujourd'hui, autant le dire tout de suite, c'est une émission spéciale et elle est spéciale à plusieurs égards. Tout d'abord car c'est l'émission de rentrée de septembre, après un été que nous avons attendu longtemps et des vacances que nous avons également attendues très longtemps dans ce contexte si particulier de crise sanitaire. Bon, ça y est, elles sont désormais derrière nous, ces vacances, et il est l'heure de reprendre notre TANS et de retrouver le chemin du bureau. Enfin, je dis le bureau, mais ça peut être le chemin du salon, de la cuisine ou même de la chambre du petit dernier car le télétravail est désormais partout. Et c'est d'ailleurs un sujet dont on va parler avec Vincent dans quelques minutes, ce fameux retour ou pas au bureau. Donc je disais émission spéciale également car elle nous fait revivre à Vincent et à moi un peu de notre enfance. Et oui, pour tout vous dire, chères auditrices et auditeurs, Vincent et moi nous connaissons depuis l'école maternelle. L'époque de la coupe au bol, tu as d'ailleurs eu de la chance Vincent, car tes parents t'ont épargné cette mauvaise blague, mais pas moi, je l'ai portée cette coupe sur les bancs de l'école au fin fond de la Franche-Comté, à Villers-le-Lac, petite cité lacustre qui nous a vus, Vincent et moi, faire nos premières armes dans la cour d'école. Allez, après cette minute chargée d'émotions, de comté et de saucisses de morteau, revenons à ton parcours Vincent, et quel parcours! Tu es actuellement directeur France du Top Employers Institute. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un organisme international indépendant qui évalue les stratégies et les pratiques RH des organisations et qui récompense les meilleures d'entre elles en leur attribuant la certification Top Employer. En France, ce sont des entreprises telles que BNP Paribas, SNCF, Saint-Gobain, Alstom qui ont été distinguées en 2021 par le Top Employers Institute et vous avez certifié près de 1700 organisations dans 119 pays. Bon, évidemment, on n'arrive pas à la tête du Top Employers Institute comme ça, même en sortant de Polytechnique of Villers-le-Lac. Tu es donc diplômé de Neoma Business School et de l'ESSEC et tu débutes ta carrière au sein du groupe PSA. Tu rejoins ensuite Altran pour t'occuper du secteur automobile comme senior manager puis directeur des opérations. Après 10 ans dans le conseil en technologie, tu intègres Lowendal Massai, devenu Aiming, qui est un cabinet très connu spécialisé en optimisation des coûts, en particulier en matière de ressources humaines. De 2008 à 2018, tu occupes différents postes chez CrossKnowledge, qui est le leader dans la mise en place de solutions de formation et de développement des compétences innovantes auprès des DRH. Et c'est en septembre 2018 que tu prends la direction France du Top Employers Institute.
Voilà, la boucle est donc bouclée sur ton parcours et ta carrière, Vincent. Et la première question que j'ai envie de te poser, elle va porter sur le sujet du télétravail. Est-ce que tu constates, toi qui discutes chaque jour avec des DRH, que le télétravail est un des sujets centraux de leurs préoccupations et de leur quotidien? Oui, évidemment, c'est un sujet qui les occupe déjà depuis de longs mois et qui n'est pas prêt de les lâcher. On le voit bien et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Flaubert, du retour au bureau. Cette thématique du télétravail va être absolument centrale sur cette rentrée et on va bien voir dans quelle mesure tout cela va pouvoir se mettre en place au travers des différents accords d'entreprise, des accords sur des plus petites structures qui seront des accords peut-être un peu plus tacites et implicites, etc. Mais bien entendu, ce sujet va être un sujet majeur qui va nous occuper encore pendant très longtemps, je le pense, avec pas mal finalement d'injonctions contradictoires presque autour de cette thématique-là. On le voit bien entre les aficionados du télétravail à temps plein, les aficionados du bureau à temps plein. C'est où se situe finalement le balancier entre ces deux extrêmes. Et c'est là que ça va être compliqué à gérer entre c'est des modes de management paternalistes traditionnels de certaines grandes organisations qui vont avoir du mal à maintenir finalement ce télétravail dans la durée, ou au contraire d'autres organisations qui vont tellement s'y habituer et qui vont peut-être même lâcher leur bureau physique, comme c'est déjà le cas chez certaines startups par exemple. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation, ça fait partie du quotidien aujourd'hui des préoccupations des DRH, avec bien entendu derrière aussi l'extension du pass sanitaire qui est un sujet majeur pour cette rentrée des classes, bien entendu. Mais oui, je confirme parfaitement qu'au travers de toutes mes discussions, c'est un sujet qui ne nous quitte pas du quotidien des RH. Tiens, tu as soulevé un point là qui est hyper intéressant parce qu'on a souvent un peu des théories ou des choses qui sont pas très concrètes sur le sujet. Tu parlais de certaines startups qui lâchent leur bureau. C'est quelque chose, toi, que tu as déjà constaté, tu as déjà eu un interlocuteur qui te dit, alors soit on lâche vraiment le bureau, c'est-à-dire on n'a plus de bureau. J'ai des noms en tête de grandes startups américaines qui ont fait le switch et qui arrêtent, mais est-ce que toi, tu as connaissance d'entreprises qui le font, qui vont le faire ou qui l'ont fait en France? Et puis peut-être à un degré moindre, tu confirmes bien que la surface de bureau, la réduction de la surface de bureau, c'est un sujet aussi qui est très prégnant aujourd'hui? Oui, alors si je reviens sur le premier point, oui, je connais des startups, en effet, dans le monde des RH, qui ont fait le choix de lâcher pour l'instant 100% de leur surface parce que travaillant déjà avec des équipes distantes, voilà, des équipes en R&D plutôt du côté de Sophia Antipolis, des équipes plutôt développement commercial en région parisienne, et donc ayant déjà ce mode de fonctionnement à distance, et donc ils ont fait ce choix de lâcher par exemple leur bureau. Ça, c'est le premier point. La mise en œuvre du flex office, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau également. On le voit bien nous au travers des items que nous auditons quand on audite des organisations. Le flex office, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je crois que la meilleure preuve, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de DRH qui aujourd'hui cumulent plusieurs casquettes, comme par exemple la transformation ou comme parfois même la gestion du parc immobilier. Donc ça, c'est un sujet qui démontre bien qu'aujourd'hui, il y a un lien direct finalement entre télétravail, entre ressources humaines et gestion des bureaux et du parc immobilier. Donc, il paraît évident, et j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais en développant le télétravail, bien entendu, cela risque d'entraîner des réductions de surface de bureaux. Mais c'est pas forcément d'un point de vue négatif, parce que les bureaux sont en train, et c'est encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, sont en train d'être réaménagés dans beaucoup d'entreprises pour les rendre beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus propres et enclins à accueillir des équipes pour collaborer entre elles. Et quelque part, et on touche déjà un peu du doigt une des thématiques justement du télétravail et de cette rentrée bien particulière, comme tu l'as souligné, Flaubert, c'est comment inciter les gens à revenir au bureau. Et en proposant justement des bureaux plus conviviaux avec des espaces de travail beaucoup mieux adaptés, et quand je dis beaucoup mieux adaptés, c'est pas forcément de l'open space justement, eh bien en effet, ce sera un des critères qui permettra probablement à certaines personnes réfractaires de revenir au bureau. J'ai une vision d'un sujet que je trouverais, j'aimerais avoir ton avis dessus.
Le bureau a été pendant très longtemps l'endroit où, je me rendais, moi, collaborateur, parce qu'il fallait que j'aille au bureau, faire ma prestation de travail. Et pour autant, on s'est rendu compte que cette prestation de travail, désormais, je pouvais la faire à la maison, parfois même mieux à la maison qu'au bureau. Est-ce que je me trompe si je dis que désormais, le bureau devrait presque devenir l'endroit où on va pour travailler avec l'autre ? Faire de cet endroit vraiment une réunion où les gens vont travailler ensemble. Oui, c'est tout à fait ça. C'est bien la tendance que l'on sent aujourd'hui avec un partage des activités où quand on doit produire, se concentrer, etc., on va plutôt le faire à distance parce que de toute façon, on le faisait déjà dans l'open space, mais avec un casque à réduction de bruit pour démontrer qu'on n'était pas dérangeable. Donc, autant le faire chez soi. Et en effet, le bureau va plutôt être là pour à la fois être un vecteur de lien social et de développement de la culture d'entreprise et en effet de développement de la collaboration, ou plus que de la collaboration, de la créativité. Je lisais récemment un post sur LinkedIn où les gens s'écharpaient un peu sur le fait que on peut collaborer à distance. Et c'est vrai, les outils sont là, on le voit bien, on l'a bien vu depuis maintenant 16 mois globalement. Collaborer en digital, ça ne pose aucun problème. Maintenant, être capable de créer, être dans l'innovation et la créativité, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, le fait d'être présent au bureau à des moments communs et surfer peut-être sur des moments informels autour de la sacro-sainte machine à café, eh bien, en effet, ce sont des moments où la créativité et l'innovation va pouvoir être au rendez-vous. Alors que pour la collaboration pure et simple, eh bien, un bon meeting à distance en vidéo avec même 10 personnes connectées, ça fonctionne très bien. Donc oui, je partage complètement ta conviction, Flaubert, sur ce qu'on constate. Revenons sur le côté juste télétravail qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que les DRH ont vraiment été les vrais acteurs ou les vrais pilotes de la machine télétravail et de la mise en place du télétravail concrètement un peu à marche forcée au début et puis un peu plus professionnalisé par la suite. Ils ont vraiment été les pilotes, les DRH, pour toi, dans ce que tu vois ? Oui, alors ils ont été les pilotes et ils l'ont toujours été, puisque là, encore une fois, si je reprends ne serait-ce que l'échantillon des entreprises que nous auditons et certifions chaque année, déjà l'année dernière, il y en avait déjà globalement 65% des entreprises certifiées top employeurs qui avaient déjà mis en place un télétravail systématique pour leurs collaborateurs. Donc, ça prouve bien que c'est quelque chose qui avait déjà été piloté par les RH et qu'il a été d'autant plus pendant l'année 2020 pour cette mise en place à marche forcée. Maintenant, au-delà d'être à l'initiative et au fait de piloter la mise en œuvre opérationnelle, il a fallu également lever un certain nombre de freins parce que cette mise en place, même de façon un peu forcée, n'aurait jamais pu se faire avec autant de succès, entre guillemets, sans, je dirais, deux parties prenantes hyper importantes dans l'entreprise, que sont à la fois les managers opérationnels, parce que c'est pas parce qu'on dit à un moment donné, tiens, on va mettre en place le télétravail, vous avez un manager réticent à un moment donné qui veut pas fonctionner comme ça, qui a besoin d'avoir son équipe à proximité et donc qui va freiner. Donc le rôle des DRH, ça a été ça a été aussi d'accompagner les managers en termes justement de transformation des habitudes, de changement des habitudes. Et puis l'autre partie prenante importante, c'est le top management. Puisque le top management, si à un moment donné, le top management n'impulse pas finalement le fait que oui, il adhère, oui, il accompagne, voire il est exemplaire sur cette pratique-là, eh bien forcément, les managers en dessous ne suivront pas et ce sera encore plus compliqué de mettre tout ça en œuvre. Donc oui, les DRH ont été à la baguette et leur rôle, ça a été à la fois la mise en œuvre auprès des collaborateurs, mais toute la conviction, le fait de devoir convaincre les parties prenantes que sont à la fois les managers opérationnels et le top management. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me renvoie à tellement de sujets que moi j'ai essayé de déployer et que j'ai déployé à l'époque quand j'étais DRH et on retrouve ce triptyque avec le DRH, ses idées, ses envies, mais il n'est rien sans le relais des managers qui font vivre le sujet quel qu'il soit, que ça soit de la QVT, que ça soit plein de choses. C'est le manager qui fait vivre ça et qui est le relais auprès de ses équipes. Et puis le top management
qui doit être sponsor exemplaire et qui doit porter et prêcher la bonne parole. Et au-delà de la porter, il doit l'incarner. Donc on retrouve exactement ce triptyque dans ce que tu dis sur la mise en place du télétravail. Ça me renvoie aussi à quelque chose que tu as évoqué. Un sujet, là, tu l'as dit au moins 3 fois depuis qu'on a commencé, c'est la transformation. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit le DRH aujourd'hui, il est aussi patron de la transformation. Est-ce que cette mise en place du télétravail est venue donner un cliquet de plus là sur le fait que le DRH est vraiment le patron aussi de la transformation en entreprise ? Oui, indéniablement. La transformation de l'entreprise, c'est quelque chose c'est la transformation des modes managériaux, mais c'est également le fait d'accompagner finalement la transformation des métiers de l'entreprise. Et moi, je suis toujours surpris quand je discute avec certains professionnels DRH ou certaines personnes qui me disent, en fait, là, pendant 1 an, on a mis en fait nos projets sous cloche parce qu'il a fallu gérer la crise sanitaire, etc. Non, 1000 fois non. C'est-à-dire que la réalité des DRH depuis ces 16 derniers mois, ça a été à la fois de gérer l'opérationnel lié à la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit, la crise sociale, la crise économique pour certains secteurs, voire la crise psychologique avec un accompagnement particulier de certaines populations clés. Mais au-delà de ça, ça a été quand même de continuer à transformer, à accompagner la transformation de l'entreprise. Les métiers de l'entreprise, ils n'ont pas cessé de se transformer pendant cette période-là. C'est-à-dire que même si parfois on a l'impression d'avoir vécu sous cloche pendant 16 mois et de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on a fait ces 16 derniers mois, en tout cas à titre personnel parfois, parce que moins de vie sociale, etc. D'un point de vue professionnel, les entreprises n'ont pas cessé de se transformer. Et ça veut dire que tous les métiers, par exemple, qui étaient en train d'être en train de diminuer en termes de type de métier, la création de tous ces nouveaux métiers dont on parle très souvent, etc., ça s'est pas arrêté pendant cette période-là. Et ça veut dire que toute la difficulté pour les DRH ces derniers mois, ça a été de gérer les deux, de gérer le temps court avec la gestion opérationnelle de la crise et le temps moyen et long de la transformation des métiers qui est durable et qui n'a pas pu être mise entre parenthèses. En fait, ce que tu dis, c'est bien dans la logique de la fonction de DRH, c'est qu'il n'est pas monotache, le DRH, et qu'il doit à un moment donné piloter tous les curseurs, les faire avancer ensemble, et qu'en effet, il n'a pas pu mettre sous cloche l'ensemble des choses et se concentrer uniquement sur ce sujet-là, d'où cet acteur désormais très important en matière de transformation. Dernière question comme ça autour du télétravail, mais est-ce que tu as constaté, toi, différentes phases dans la mise en place du télétravail? C'était comment un peu poussif au début, ou en tout cas à marche forcée, obligatoire, ça s'est professionnalisé par la suite. T'as vu toi ça, tu le vois chez les entreprises top employers? Oui, alors ça, on a pu le constater. Alors, encore une fois, pas forcément chez les top employeurs parce qu'eux avaient déjà largement anticipé ça depuis plusieurs années. Mais en tout cas, dans toutes les entreprises avec lesquelles je discute, on a pu constater effectivement un phasage très différent et puis surtout des revirements de situation, quitte à arriver parfois à des situations schizophréniques où, à un moment donné, on demande aux collaborateurs, au travers d'enquêtes d'engagement ou de pulse survey, quel serait le rythme idéal pour eux, et puis d'un seul coup, la direction qui d'un seul coup décrète qu'à partir du 1er septembre, il faut que 100% des collaborateurs reviennent au bureau. Donc il y a un côté un peu schizophrène autour de cette notion-là, et je te citerai en fait deux études qui m'ont bien marqué à la fin du printemps là. C'est un baromètre via Voice pour les Échos en avril de cette année qui disait que globalement, si 80% des patrons d'entreprises de plus de 1000 personnes étaient plutôt favorables au maintien du travail, il y en avait globalement plutôt 80% des patrons de moins de 100 personnes qui ne voulaient plus du tout du télétravail. Donc ça, c'était une première étude qui m'avait quand même bien surpris à l'époque. Et puis en juin, donc 2 mois plus tard, il y a eu une étude de la NDRH qui disait que globalement, 23% des DRH interrogés dans le cadre de cette étude souhaitaient justement que 100% de leurs collaborateurs soient de retour au travail au 1er septembre. Et ça, il y a encore 6 mois, c'était totalement inconcevable qu'un DRH ou une DRH puisse tenir ce type de discours-là,
parce que tout le monde avait compris l'intérêt du télétravail, en voyait également parfaitement les limites, et donc voyait bien qu'il fallait trouver probablement un mode hybride, dont on parle beaucoup actuellement. Mais pour autant, on est quand même sur des chiffres qui sont assez importants d'entreprises qui souhaitent que 100% de leurs collaborateurs soient de retour au travail. Alors c'est vrai qu'on le sait très bien que 100% des jobs ne sont pas télétravaillables, et donc il faudrait regarder dans le détail l'échantillon des répondants à ces enquêtes et à ces études. Mais pour autant, je trouve qu'il y a une tendance de revirement de situation là où on favorisait véritablement le télétravail, et qui était la demande des collaborateurs, hein. On pourra y revenir après, mais c'est quelque chose qui est ancré chez eux en termes de critères de choix d'entreprise, d'évolution de carrière, etc. Et pour autant, des entreprises qui, en effet, font machine arrière. Voilà. Très intéressant les chiffres que tu donnes, avec un peu un côté tectonique des plaques là, entre les dirigeants qui se disent « moi je veux qu'ils reviennent » et les collaborateurs qui disent « moi je veux rester ». Et en effet, ce chiffre de la NDRH où on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques mois qu'il y ait autant de DRH qui disent « hop, tout le monde retourne au bureau ». Exactement. Comme quoi le monde d'après sera peut-être pas très différent du monde d'avant. Et quand on est dans la NAS, on se dit faut changer des choses, et chasser le naturel, il revient au galop. Bon, à voir. Alors ça fait vraiment exactement. Et donc le sujet du retour au travail et de la problématique, hein, tu parlais tout à l'heure des aficionados du télétravail, et puis de ceux qui veulent retourner au bureau en se disant ça y est, je vais retrouver les collègues. Ce sujet-là, c'est un mythe ou une réalité, la problématique qu'il y a autour du retour au bureau? Alors, c'est une vraie réalité. On va se retrouver dans des situations quand même, à mon avis, assez complexes à gérer pour les DRH, de collaborateurs. Et pour reciter l'étude de la NDRH de tout à l'heure, sans vouloir faire de pub pour la NDRH, mais dans cette étude, il y avait 30% des DRH qui justement affirmaient qu'ils avaient des collaborateurs qui s'étaient auto-déménagés pendant les phases de confinement. Donc, c'est pas 30% des collaborateurs qui s'étaient auto-déménagés, mais 30% des DRH qui devaient faire face à des collaborateurs qui s'étaient auto-déménagés. Et là, on va avoir un vrai sujet à gérer, puisque si pour ces entreprises, certaines d'entre elles décrètent 100% du retour au travail, ou même un retour au bureau 3 jours par semaine, eh bien, que vont faire ces collaborateurs qui ont fait un choix personnel, sans même forcément impliquer leur employeur dans cette réflexion et dans cette décision, même si au final c'est bien une décision personnelle auquel l'employeur ne peut pas déroger. Mais encore une fois, il faut bien revenir sur la réalité que si un poste est en région parisienne ou en région lyonnaise et que la personne fait le choix de s'auto-déménager à Biarritz, il va y avoir un sujet à gérer à un moment donné sur ces populations-là. Et pour moi, c'est un vrai sujet, parce que beaucoup d'entreprises, encore une fois, sont confrontés à cela. Je discutais récemment avec une DRH d'un grand groupe qui avait une équipe, juste sur l'équipe RH, une équipe de 160 personnes sous sa responsabilité directe. Et sur ces 160 personnes, elle avait 20 personnes dont elle avait découvert qui s'étaient auto-déménagées justement et travaillaient justement en dehors de la région à laquelle appartient ce groupe-là. 20 personnes sur l'équipe, c'est énorme. Sur une équipe de 160 personnes, et dont certaines personnes n'étaient pas forcément restées en France métropolitaine. Voilà, donc c'est des sujets qui vont être très très chauds, qui vont être vraiment brûlants, et cette rentrée en effet entre ce sujet-là et le sujet du pass sanitaire, de la mise en place du pass sanitaire, annonce à mon avis des heures un peu compliquées justement pour les DRH, en tout cas au moins en France, mais c'est un vrai sujet. Alors merci beaucoup, parce que j'évoque souvent ce sujet de retour au bureau et je n'avais pas du tout vu le côté auto-déménagement. D'ailleurs, j'adore le terme d'auto-déménagement. Je pense qu'on pourrait faire 30 minutes philosophiques sur le sujet. Et en effet, toutes les problématiques que ça soulève. Donc, je suis parti de moi-même, là, sans rien dire à personne, habiter à 100, 200, 300, 400, 500, voire plus, puisque tu parles même de collaboratrices et collaborateurs qui sont partis à l'étranger. Et quand on va me dire, maintenant, tu retournes au bureau, même 2 jours par semaine, voire full-time, là, je pense qu'il va y avoir en effet quelques problématiques à gérer. Merci, moi, j'avais pas vu le sujet.
Oui, à mon sens, il y a plusieurs problématiques. Il y a des problématiques purement organisationnelles et liées à du juridique franco-français, on va dire, de droit du travail. Par exemple, le fait qu'un employeur est censé payer 50% de l'abonnement de transport en commun pour rejoindre son lieu de travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un, je prends l'exemple du télétravailleur de Biarritz, qui doit venir travailler à Paris 2 jours par semaine, eh bien, son employeur est censé prendre 50% de son abonnement SNCF, mais quand on regarde les formules d'abonnement SNCF actuellement, c'est plutôt des cartes de réduction que des abonnements. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il risque d'y avoir un reste à charge pour le collaborateur immense. Et puis, derrière, il y a le fait de loger effectivement 2 jours par semaine, par exemple, en région parisienne, qui seront à la charge du collaborateur. Donc, ce que moi, j'imagine, c'est que, et c'est un des risques, à mon sens, de tout cela, c'est au-delà des accords globaux de télétravail, il risque d'y avoir également des accords de gré à gré sur certaines populations un peu sensibles qu'on ne souhaite pas perdre pour l'entreprise. C'est-à-dire que pour certaines populations, il n'est pas impossible que ça rentre dans le cadre générique de l'accord de télétravail, avec en effet des conditions négociées. Et puis pour certaines personnes, certains talents clés de l'entreprise, qu'il puisse y avoir des arrangements bien particuliers dans une optique de rétention de ces talents. Et moi, ce que je vois poindre justement, c'est quelque part un télétravail à 2 vitesses, ou même plutôt à 3 vitesses, entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, puisqu'il y aura toujours cette dichotomie de toute façon chez les travailleurs. Et puis au sein de ceux qui peuvent télétravailler, de ceux qui seront, je dirais, sur un régime général, comme la sécurité sociale, sur un régime général, et puis l'autre qui sont sur des régimes particuliers. Donc je pense qu'il risque d'y avoir des fractures sociales, entre guillemets, liées à cette mise en œuvre du télétravail. Donc ça, c'est un vrai risque que je vois poindre. Et puis l'autre risque, qui est beaucoup plus macro et qui n'est pas lié simplement à du franco-français et du droit du travail français, qui est plutôt en termes de perspective. Ça a été souligné par Tony Blair, qui maintenant en fait est à la tête d'un institut qui s'appelle le Tony Blair Institute for Global Watch, qui a sorti une étude il n'y a pas très longtemps et qui a parlé des anywhere jobs, c'est-à-dire les métiers que l'on peut pratiquer de n'importe où, et qui disait que globalement 20% des métiers étaient des anywhere jobs. Donc ça, c'est formidable, parce qu'on peut se dire que du coup, forcément, pourquoi ne pas aller à Biarritz, pour reprendre cet exemple et en profiter. Magnifique. Pour lier des aspects personnels et professionnels. Quand on pousse un petit peu plus loin, en fait, cette question des anywhere jobs, c'est que anywhere, ça peut être bien entendu à Biarritz, mais anywhere, ça pourrait être pourquoi pas en Inde, ça pourrait pourquoi pas être en Chine. Pourquoi ? Parce que on se souvient, je pense, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, de tout le mouvement d'offshoreisation qui avait pu se pratiquer au début des années 2000, notamment dans les services informatiques, etc., qui n'avait pas si bien fonctionné que ça, et on avait tout relocalisé ensuite plutôt en Europe, mais où à ce moment-là, ni les moyens technologiques, ni la connaissance suffisante des cultures de ces pays-là n'avaient permis véritablement de bien fonctionner et de faire que les projets soient des succès. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, les moyens technologiques sont là, on sait très bien comment fonctionner avec des Indiens, avec des Chinois, avec d'autres populations, et aujourd'hui, un employeur pourrait très bien décider d'externaliser certaines fonctions, certains pans entiers de son activité. C'est déjà le cas, on le sait bien, le fait que la comptabilité soit à l'île Maurice, etc., pour certains secteurs, c'est déjà le cas, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense qu'il faut que ces télétravailleurs autodéménagés soient quand même aussi conscients du risque qu'ils ont pu prendre à un moment donné, où en se disant « je suis sur une fonction clé, je ne risque pas grand-chose », au final, se trouve avec un Anywhere Jobs qui, le Anywhere pouvant être ailleurs qu'en France et sur une décision stratégique de l'entreprise. Très juste, très vrai. Et moi, ça me renvoie, j'ai eu récemment, là, j'accompagne une jeune responsable RH que j'ai recrutée pour un client. Je fais son suivi de période d'essai. On échange sur un sujet et télétravail de collaborateurs qui partent télétravailler à l'étranger. Ça soulève de vraies problématiques juridiques, le fait de télétravailler à l'étranger. Fiscal. Est-ce que, fiscalement, en termes de, tiens, j'y vais, je prends l'avion s'il se passe un truc, est-ce que j'ai le droit et sous quel droit je suis quand je télétravaille d'un pays qui n'est pas la France ? Enfin,
ça soulève plein de choses. Et ceux qui se sont auto-déménagés, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à tout ça en amont. Et ça va soulever certains problèmes. Ok, j'adore le sujet et on va le suivre de près. Tu parlais tout à l'heure des aficionados là, du télétravail. Hein. Alors les auto-déménagés en font partie. On est d'accord pour dire que là, on a déjà quand même deux clans. Hein. Ceux qui disent cool, je retourne au bureau. Et moi, je prends toujours l'anecdote en disant on les reconnaît, ils sont dans les bouchons le matin et ils ont la banane. Ils sont contents d'être dans les bouchons parce qu'ils retournent au bureau et enfin, ils vont retrouver les collègues. Puis après, tu as les autres, les aficionados là, du télétravail, ceux qui adorent recevoir un colis Amazon en pleine réunion. Excusez-moi, on sonne à la porte, j'y vais, c'est Amazon, je suis content. T'es d'accord pour dire qu'il y a ces deux clans là, tu le vois ça? Oui, il y a vraiment ces deux clans. Et puis ces deux clans, on arrive assez bien à les distinguer aussi. Très souvent, ce sont quand même aussi des clans générationnels, c'est-à-dire que les plus jeunes générations qui peuvent être logées dans des conditions, je ne vais pas dire précaires, mais en tout cas plus modestes probablement parce qu'ils sont sur un premier job, ils habitent tout seuls et les montants des loyers dans certaines grandes villes françaises sont suffisamment élevés pour qu'ils soient sur des surfaces plutôt réduites. Et donc, ils sont très contents d'avoir une vie sociale. Et cette vie sociale, elle passe aussi, on le sait bien, par le bureau qui est finalement voilà, le travail. On sait bien que c'est là où on passe le plus de temps. Donc, voir les collègues et rencontrer du monde, notamment dans le cadre du bureau, peut être un élément de ciment de leur vie sociale, surtout quand pendant de très longs mois, ils sont pas beaucoup sortis. Donc, il y a cette partie générationnelle avec la plus jeune génération. Et puis, les plus anciens, comme moi, qui se disent, tiens, je pourrais chercher autre chose, je pourrais avoir un équilibre vie pro, vie perso différent. Et après avoir passé de longues années de vie trépidantes dans des grandes villes, avoir envie d'autre chose et pouvoir justement alterner et être basé plutôt en province, à la campagne, quitte à faire des allers-retours, en effet, quand c'est nécessaire et que l'activité l'exige. Donc oui, il y a bien entendu ces deux clans, on le voit très très nettement. Et avec, mais dans tous les cas, les gens sont quand même contents de se retrouver au bureau, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, quelle que soit l'entreprise, pas forcément avec la même fréquence, mais les gens sont toujours contents de se retrouver à un moment donné quand même physiquement, quoi qu'il arrive. Ah, la fameuse machine à café dont tu parlais tout à l'heure, et j'y C'est crois. ça. Et il y a plein de choses qui se passent autour de la machine à café. D'ailleurs, les bons délégués syndicaux à côté de la machine à café avec les pièces là pour faire Voilà. parler les gens. Et même quand on ne boit pas de café comme moi, ça reste toujours un endroit intéressant où traîner ses guêtres pour justement glaner des informations et être au fait de ce qui se passe dans l'organisation. Exactement. Comment tu vois le sujet là justement du DRH qui doit arriver à faire travailler une communauté de travailleurs qui vit de manière asynchrone. Chacun vit un peu, moi demain je suis au bureau mais après-demain je suis à la maison. Ah ben toi c'est l'inverse. Comment tu vois ça, le rôle du DRH là-dedans? C'est une vraie problématique ça pour lui? Alors, c'est une vraie problématique, en tout cas, dans le fait d'encadrer ces pratiques-là. Sur la mise en œuvre des pratiques, moi, je suis vraiment partisan, et c'est ce que je vois le plus au niveau du terrain, donc je trouve ça plutôt rassurant, le fait de donner le pouvoir aux managers de terrain pour cette mise en œuvre opérationnelle. C'est-à-dire que l'ADRH va fixer le cap, va fixer les règles, va fixer le cadre, et puis derrière, les managers opérationnels vont faire en sorte d'organiser la présence au bureau en fonction des besoins justement de l'équipe qui sont pas toujours les mêmes que ceux de l'équipe d'à côté ou du métier d'à côté. Donc, je suis assez partisan de cela et j'ai plutôt confiance justement sur le fait que les DRH parviennent à globalement classifier à peu près tous les cas de figure et fassent confiance aux managers, pour autant, encore une fois, que le top management, justement, leur fasse confiance dans la mise en œuvre opérationnelle et que ça fonctionne bien. Je prends un exemple concret. Très souvent, les gens, ils préfèrent être ensemble les mêmes jours au bureau. Pourquoi les mêmes jours? Parce que justement, quitte à se voir, autant se voir toute l'équipe. Et puis, si on veut, en effet, qu'il y ait de la créativité et de l'innovation qui se fasse, autant que toute l'équipe soit là. Mais du coup, ce sera peut-être pas en même temps que l'équipe d'à côté pour éviter qu'il y ait une surpopulation au niveau des bureaux et qu'au niveau du flex office, on se retrouve coincé. Donc, il y a quand même un cadre à mettre en œuvre, mais ensuite, pour prendre un bon anglicisme à la mode, d'empowerer les managers pour les laisser organiser tout cela de manière opérationnelle. Ok, le DRH fixe le cadre,
recense les différents cas, et ensuite au manager d'adapter et de gérer lui, on va dire, sur son micro-département, et en effet de faire pour que les gens viennent ensemble travailler, mais sur son département, et après, au DRH de veiller à la globalité. Ok, est-ce que tu as comme ça en tête, je sais pas, deux ou trois grandes questions ou priorités qui sont justement soulevées par ce retour au bureau? Quels sont selon toi là, les deux ou trois sujets qui vont naître de cette problématique de retour ou pas au bureau? Alors, il y a une première problématique tout à fait d'actualité qui est quand même la mise en œuvre du pass sanitaire, puisque il se met en œuvre et il se généralise auprès de populations où on sait qu'on est sur une certaine tension en termes de marché de l'emploi. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une vraie problématique. On dépasse là le simple cadre du retour au bureau, mais c'est quand même important de le souligner. Se dire qu'un DRH qui est déjà sur une tension en termes de certaines ressources clés, à qui on va demander de mettre à pied potentiellement certains de ses collaborateurs parce qu'ils n'auront pas de passe vaccinal, ça va être une vraie problématique pour eux de se dire comment je développe d'un côté ma marque employeur pour dire venez chez moi, et derrière d'avoir l'obligation de mettre à pied certains de ses collaborateurs. Donc ça c'est un gros sujet qui va occuper encore une bonne partie de la fin d'année probablement, et en tout cas bien tout le mois de septembre, sur comment ça va se mettre en œuvre véritablement, au-delà des textes de loi qui ont été promulgués et passés cet été, comment ça va se mettre en œuvre de façon opérationnelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en effet comment convaincre les collaborateurs, notamment les fameux autodéménagés, de revenir, et tout ça, je dirais, dans une ambiance de discussion et pas de tension, parce que ce qui serait le pire, ce serait à un moment donné, en effet, d'arriver sur des discussions qui soient sanctions disciplinaires. Ce qui n'est pas impossible que ça arrive. Je n'exclus pas le fait qu'à un moment donné, sur certains collaborateurs, des DRH soient obligés d'en arriver là, avec des collaborateurs qui rechignent purement et simplement à revenir, ne serait-ce qu'un jour par semaine au bureau. Donc ça va être des sujets qui vont être importants et qui vont être clés pour cette rentrée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure également, la mise en œuvre du cadre, et notamment d'un point de vue à la fois organisationnel, mais aussi financier. Qu'est-ce que l'entreprise va être prête à prendre en charge pour faire revenir les gens au bureau? Ça va être un vrai sujet. Et puis après, je l'évoquais rapidement tout à l'heure aussi, c'était le fait de pouvoir justement, et beaucoup d'entreprises y ont travaillé ces derniers mois, de travailler sur un réaménagement des bureaux, certes pour réduire les surfaces, mais encore une fois, pas forcément dans une optique de gain financier, mais plutôt d'optimisation de ces espaces pour faire en sorte, d'une part, que les gens aient envie de revenir au bureau, et que quand ils reviennent, ce soit efficace et soit pas seulement de jolis locaux, mais que les gens aient envie de revenir parce qu'ils voient une vraie valeur ajoutée à revenir au bureau. Donc voilà un peu tous les sujets qui vont préoccuper cette rentrée. J'en rajouterai peut-être un dernier qui est probablement, et c'est pas forcément lié avec le retour au bureau, mais de façon générale, c'est qu'à partir du moment où la reprise économique va véritablement être confirmée, et ce dans la majorité des secteurs, pas seulement dans quelques secteurs, il va y avoir une attente probablement de la part des collaborateurs d'un meilleur partage de la valeur ajoutée et de la création de valeur de l'entreprise. Donc ça pourra prendre beaucoup de formes différentes. Le fait d'accompagner la mise en œuvre du télétravail peut en être une, mais en tout cas, il y aura des attentes qui seront très fortes. Et je pense qu'il faudra être très vigilant à ça pour éviter un nouveau mouvement gilet jaune qui pourrait très bien arriver d'ici la fin d'année si ce n'est pas géré correctement. Ok, allez, dernière question, sans que ce soit des choses qui vont être gravées dans le marbre, mais est-ce que tu vois déjà une ou deux bonnes pratiques, sans qu'elles soient obligatoirement très concrètes et très abouties, mais naître, remonter un peu de tout ce que vous voyez, vous, au quotidien, dans les entreprises que vous auditez, avec les DRH avec lesquels tu discutes? Pour inciter les gens à revenir au bureau, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, alors il y a tout ce que je viens d'évoquer sur le travail sur les bureaux, sur le fait d'être capable de proposer et d'être flexible justement
et d'être capable d'adapter même en fonction de la situation particulière de certains travailleurs, de certains salariés, et d'être capable de sortir du cadre d'un accord de télétravail qui aurait été mis en place, même si, comme je le soulignais tout à l'heure, moi j'y vois aussi des effets secondaires avec le fait d'avoir un télétravail à 2 vitesses, mais pour autant d'être capable d'avoir un minimum de flexibilité. Donc ça va être important. Et puis, je pense que même si ça fait un peu ancien monde, le fait d'avoir un événement de rentrée avec son équipe pour quelque part célébrer le retour au bureau et retrouver un certain collectif autre qu'à travers l'écran, eh bien, mine de rien, je pense que c'est un élément qui peut être hyper structurant et inciter les gens à en effet être plus engagés sur un retour physique au bureau. Mais voilà, encore une fois, ça fait très ancien monde, mais pour autant, je pense que on en a tous soupé du digital, même si on a encore une fois tous bien conscience de ce que ça apporte au quotidien. Je pense qu'on a tous autant conscience de ses limites que de ses bénéfices dès à présent. Et donc le fait d'être capable de prendre ses distances avec le digital et de remettre en place justement un événement de kick-off de rentrée, je pense que c'est quelque chose qui sera important, d'autant plus cette année. Génial, merci. Et l'ancien monde n'a pas que du mauvais. Il y a des vertus dans l'ancien monde, donc sachons les garder, les conserver et les perpétuer. Merci Vincent. Alors en conclusion maintenant, les 3 questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première, c'est quel conseil donnerais-tu au jeune Vincent de 25 ans qui souhaiterait se lancer dans les ressources humaines ? Alors, c'est une très bonne question. Là, je pense que le premier conseil, ce serait pas forcément de commencer par une formation en RH, mais plutôt de se montrer hyper curieux et très ouvert avec une formation beaucoup plus généraliste et essayer d'acquérir un maximum d'expérience en France, mais aussi et surtout à l'international, au travers des études, au travers de stages, au travers de premiers jobs, pour pouvoir toucher à plein d'aspects de l'entreprise avant véritablement de se consacrer aux ressources humaines, pour avoir connu justement des expériences de terrain sur des fonctions très opérationnelles et connaître le métier avant de prendre la hauteur suffisante et peut-être faire un 3e cycle dans ce cas-là, spécialisé en RH, mais qui serait un peu comme un aboutissement et pas comme un point de départ. Ok, merci. Très bon conseil, en effet. 2e question, tu pars sur une île déserte et tu peux emmener un livre. Quel est ce livre ? C'est horrible comme question, ça. Un livre sur une île déserte. Déjà, je sais pas combien de temps je vais y rester. C'est horrible. Donc, je vais prendre un livre très épais dans ce cas-là, et je vais prendre, je sais pas, la trilogie du Seigneur des Anneaux ou les 3 tomes du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. D'accord, tu t'échappes. Très bien, j'adore. Merci. Toute dernière question, est-ce que tu as une personne du monde des RH à me recommander pour un prochain podcast 13e mois ? Or, j'en aurais évidemment plein à te conseiller, mais la personne qui me vient en tête spontanément, ce serait Sandra Aslar, qui est DRH du groupe Monoprix. Pourquoi ? Parce que elle a un profil très terrain à l'origine et ensuite est devenue DRH. Et puis parce que elle fait face à des enjeux considérables qui sont ceux de la distribution aujourd'hui, avec une évolution forte de ces métiers, et est en train de mettre en place et a déjà mis en œuvre un certain nombre d'actions hyper innovantes. Et je pense qu'il serait en effet intéressant de l'entendre s'exprimer sur le sujet. Eh ben, écoute, merci. Une DRH dans la transformation, ça me donne plein d'idées de sujets pour échanger avec elle dans un podcast 13e mois. Merci beaucoup Vincent de merci ton à temps toi, et Flaubert. tout ce que tu nous as donné comme chiffres, comme éléments très concrets. C'est ce que je souhaite pour le podcast 13e mois. Donc merci beaucoup et à très vite. À très vite, Flaubert. Merci pour ton invitation.